de la vie qu'on vit en tant que consommateur, on utilise de plus en plus les algorithmes. On le voit par rapport aux moteurs de recommandation qu'on peut avoir en écoutant de la musique sur Spotify, Deezer. On le voit également sur la partie télévisuelle avec la recommandation d'un certain nombre de contenus. Mais au-delà de ça, il y a un changement plus majeur qui s'opère et qu'on a pu observer avec Uber, puisque le manager aujourd'hui des chauffeurs d'Uber, c'est un algorithme. Et cette tendance-là, on parle souvent d'ubérisation pour l'économie, mais on peut parler également d'ubérisation dans l'entreprise, dans la façon d'organiser l'entreprise, puisqu'on le vit en tant que professionnel du marketing, je le vis pour le marketing, avec une présence de plus en plus accrue des algorithmes et qui vont aider, voire même prendre des décisions à la place d'êtres humains. Typiquement, aujourd'hui, il est impossible de travailler, si on parle tous d'entreprises data-driven, customer-centric, ça veut dire tout simplement que l'entreprise est tournée autour du client. Si j'ai ne serait-ce que 100 000, 1 million, 5 millions de clients et que je veux proposer une démarche totalement individualisée, il est bien sûr impossible d'arbitrer de façon humaine, c'est à partir du moment individualisé, si je dois prendre 5 millions de décisions quotidiennement, voire dans l'heure, voire dans la minute, il est évident que je vais déléguer ça à des algorithmes. La puissance algorithmique va reposer évidemment sur l'information dont on dispose. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément d'informations pour pouvoir commencer. Avec peu d'informations, on fait déjà des choses. Évidemment, plus j'ai d'informations, plus ce sera juste. Le point essentiel pour une direction marketing, ça va être de changer, il y a un certain nombre de paradigmes à changer, dont le plus complexe, c'est celui culturellement qu'on a tous, à savoir, on nous a toujours expliqué qu'il fallait tout comprendre. Aujourd'hui, ce temps-là est révolu. La question n'est pas de tout comprendre, la question est de savoir utiliser. Et en l'occurrence, le passage à un algorithme qui va décider selon beaucoup de critères qu'on est incapable de maîtriser, voire de comprendre, parce qu'il va les combiner quasi à l'infini, on doit être en capacité de lui faire confiance, on doit être en capacité de vérifier évidemment la qualité de ce qui est fait, mais on doit déléguer la décision à ces algorithmes. Prenons l'exemple de la télévision, de l'IPTV, comme on le dit, donc la télévision par IP. L'enjeu de la télévision par IP, c'est de proposer à terme une expérience unique pour chacun des consommateurs. Cette expérience unique va reposer évidemment sur la connaissance de chacun des consommateurs, à savoir ses goûts, évidemment. Donc ces goûts vont être retravaillés par rapport à ce qu'ils regardent. Ces goûts peuvent être également retravaillés et appréhendés par rapport à ce qu'ils partagent sur les médias sociaux, ce dont ils discutent. Tout ça va contribuer à avoir une connaissance client. Ensuite, on va ajouter l'axe temporalité, à savoir ces centres d'intérêt peuvent être différents le soir, du week-end, du midi, du matin. Et donc toute cette richesse-là va permettre à un moment donné de recommander, là encore une fois c'est basé sur des algorithmes, du contenu en totale adéquation avec ses goûts, avec ses attentes, avec ses habitudes. Encore une fois, la clé évidemment c'est que plus on a de connaissances clients, plus ce système-là sera performant. La performance, elle sera basée essentiellement sur deux critères, en l'occurrence si je me place du point de vue de l'entreprise, ça va être l'efficacité commerciale, donc la pérennité de la relation, éviter que le client quitte finalement le service, ça c'est le premier point. Du point de vue du consommateur, ça va être une expérience unique puisqu'elle est totalement personnalisée, donc extrêmement confortable. Et finalement on arrive à construire quasi le graal de la relation client, c'est construire une habitude, parce qu'à partir du moment où je construis une habitude avec mon consommateur, celui-ci se sent en confiance et du coup fabrique ses propres barrières à la sortie. Le travail qu'on peut faire sur le langage, en l'occurrence, et sur l'expression écrite ou orale, à partir du moment où on a les data. Typiquement, ce qu'on trouve souvent quand on fait de la veille, on arrive à identifier un phénomène donné, et derrière, pour profiter ou lutter contre ce phénomène, évidemment, il va falloir trouver la raison primaire. Encore une fois, c'est exactement comme une maladie, on peut soigner les symptômes, mais ça ne résoudra pas la maladie. Si on remonte en amont et on retrouve les causes, en effet, là, on aura une guérison durable. Là, il s'agit exactement de faire la même chose, et l'utilisation d'algorithmes sur des données textuelles vont permettre comme ça, dans un chaînage temporel, en plus, vont permettre d'identifier, il est clair, le problème, mais surtout de remonter et d'identifier l'entièreté des causes et l'influence, et le degré d'influence, pour être plus précis, qu'elles vont avoir sur la cause. Et à ce moment-là, évidemment, en termes de communication et d'action, on va travailler sur les causes sans pour autant traiter directement le problème considéré. Et ce qui le résoudra, évidemment, à terme.
France, par exemple, si quelqu'un est satisfait de la SNCF, ils vous diront non par définition. Et quand vous posez la question de quel est le principal facteur d'insatisfaction, ça va être très souvent le retard des trains. Or, il se trouve que les chiffres fournis par la SNCF montrent qu'à plus de 95%, les trains sont à l'heure. Donc on peut considérer que le retard des trains est un épiphénomène. Or, c'est présent partout. Donc là, à titre, pour illustrer mon propos, si la SNCF veut changer son image, elle peut faire toutes les communications qu'elle veut sur la ponctualité des trains. De toute façon, ce n'est pas perçu et compris par le grand public. Donc la raison est beaucoup plus d'aller comprendre pourquoi on arrive à penser que les trains sont en retard. Et donc évidemment, on peut faire des focus group, mais ça reste sur des petites quantités. Là, l'enjeu, c'est de démultiplier la capacité, d'aller partout sur les médias sociaux, les forums ou autres, d'identifier toutes les contributions qui permettent qui traitent de la SNCF et de ce problème-là, et par une analyse algorithmique, trouver et identifier les raisons qui conduisent les personnes à penser que les trains sont en retard. Et encore une fois, à partir du moment où j'ai ces raisons-là, je peux travailler en communication pour changer la perception de départ, qui, in fine, fera changer la perception sur le retard des trains. On peut également aller beaucoup plus loin dans l'analyse textuelle et là s'intéresser à la façon dont les personnes s'expriment. Parce qu'on est tous porteurs, on est tous différents psychologiquement et l'idée évidemment à terme c'est d'ajouter une dimension encore plus complète dans la connaissance client, à savoir son profil psychologique. Dans ce cadre-là, il y a différents types de profils psychologiques qu'on peut utiliser. Là, en l'occurrence, j'ai des expériences sur un profil, en l'occurrence, qui va être relativement simple parce qu'il est basé sur 3 axes, un axe souverain, un axe guerrier, un axe bâtisseur. On est évidemment plus ou moins un des 3, voire les 3. Et à ce moment-là, une fois qu'on a cette connaissance pour chacune des personnes, l'intérêt c'est d'aller dans son univers de langage et de personnaliser également le ton que je peux avoir dans ma communication. Je vais juste donner un exemple. Si je m'adresse à un souverain, je vais lui parler d'un objet d'exception si je dois présenter un objet pour un être d'exception. Si je m'adresse à un guerrier, je vais parler d'un objet qui va lui permettre d'être le meilleur. Si je m'adresse à un bâtisseur, je vais lui parler d'un objet qui va contribuer à la construction de quelque chose. Ce qui est important avec cet exemple-là, c'est de voir qu'encore une fois, plus de données, plus de connaissances permet d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation de la relation. On n'en est qu'au début, on va évidemment, grâce à ces données-là, pouvoir apporter une connaissance client de plus en plus performante. Après, évidemment, tout ça respecte la loi, c'est très important, et respecte également la propre capacité qu'a un consommateur à accepter ou pas accepter qu'on utilise ce type de données. Évidemment, tout ce dont je suis en train de parler, premièrement, c'est pas de la science-fiction. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est accessible. Pourquoi c'est accessible? Parce qu'à partir du moment où vous faites de la veille, vous avez des outils de veille, il est clair que vous avez des datas. Ces datas sont très importantes puisqu'elles concernent des contributions de personnes qui ont parlé de sujets qui vous concernent. Le lien entre la veille, qui est d'un point de vue global, qui va permettre d'identifier un certain nombre de phénomènes, des bruits rares ou autres, à un moment donné, ça va être, comme on l'a dit tout à l'heure, de les expliquer. Donc déjà là, on a un lien entre le constat, l'explication, et ça va permettre de passer à l'action. Ça, c'est le premier point. Le deuxième pas qui consiste à aller plus loin et à se rapprocher de mes propres consommateurs ou des personnes qui sont en relation avec moi, se fait très naturellement à partir du moment où je suis en capacité de faire le lien évidemment entre la personne qui s'exprime sur les médias sociaux et le client qui est dans ma base de données. Avec BFM Business, et donc Emmanuel Le Chypre en particulier, qui est un des économistes de BFM, on a mis en place 2 systèmes qui permettent à partir de la veille, dans un premier temps, du point de vue des entreprises et du point de vue des ménages, sur une vingtaine de critères, 10 pour l'un, 10 pour l'autre, de surveiller quotidiennement comment le grand public, en l'occurrence, ou les entreprises réagissent à des facteurs économiques. Donc, à titre d'exemple, si le gouvernement fait une annonce sur le logement, on est en capacité de voir dans la journée si cette annonce, comment elle est perçue, si ça prend pas.
De la même manière, quand on regarde les tendances de ces différents items de la veille, les 10 items de la veille, ça permet également de faire des projections et ça a permis à Emmanuel Le Chypre donc de faire des prévisions sur l'économie française et ça a été le premier grâce à ça à annoncer que la France sortait de la récession, j'insiste bien non de la crise mais de la récession, l'année dernière. Fort de ce travail, on a décidé avec Emmanuel de s'attaquer à une des choses les plus complexes dans l'économie, en l'occurrence la fameuse question qui consiste à savoir si c'est le bonheur qui fabrique la croissance ou la croissance qui fabrique le bonheur. Pour ce faire, on est parti exactement d'un système de veille tout à fait classique, je dirais, qui permet de récolter entre 200 et 300 000 messages par jour. De ces messages, suffisamment représentatifs de la population française, évidemment, qui s'exprime sur les médias sociaux, on a retraduit ces messages dans une graduation du bonheur et qui nous donne un indice du bonheur. Et cet indice du bonheur est calculé trois fois par jour. Et évidemment, derrière, on mesure également les raisons pour lesquelles le bonheur évolue négativement ou positivement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'amour est un des facteurs les plus forts et relativement stable. Et ensuite, tout le reste va transformer l'indice du bonheur, positivement ou négativement, en fonction d'actualités. Alors ça peut être des actualités économiques, ça peut être des actualités des faits divers, ça peut être du sport. Et tout ça a une influence, en l'occurrence, sur le moral et la façon dont s'exprime chacun des Français. Traditionnellement, les algorithmes existent depuis longtemps, sont utilisés dans beaucoup de secteurs. Je vais juste me permettre de prendre l'exemple de la téléphonie, où on dispose d'énormément de données sur l'usage qu'on peut avoir de nos téléphones. Et un des enjeux, comme beaucoup de sociétés, mais dans le cas de la téléphonie, c'est évidemment la fidélisation et de lutter contre la fin des contrats, le non-renouvellement d'un contrat. Donc on a très rapidement mis en place des modèles mathématiques, ou score, peu importe comment on les appelle, qui vont prédire si le client, individuellement, a une forte probabilité ou pas de quitter l'opérateur téléphonique. Alors évidemment, au début, on utilisait des données traditionnelles. Et on s'est aperçu, dès que la technologie a pu le permettre, on a commencé à utiliser des données textuelles. Et évidemment, là, la qualité des modèles et la qualité des prédictions ont été beaucoup plus importantes. Typiquement, dans l'expression qui est faite dans un texte, on peut déjà avoir des gens qui se renseignent sur comment on peut résilier un abonnement. Et donc cette information-là est reprise et mise dans les scores, évidemment, et derrière va augmenter considérablement la probabilité de partir. Alors, mon exemple est assez fort. Évidemment, on a toute une graduation et on va utiliser tout type de texte et d'expression qu'on va mixer avec le comportement qu'on peut avoir dans les bases de données classiques de façon à améliorer la prédiction. La veille permet également de mesurer l'adéquation de la communication d'une entreprise, de la façon dont elle commercialise ou elle propose ses produits en l'occurrence, avec l'expression même de sa cible. Je vais citer un exemple dans la banque, où en l'occurrence on avait une grande banque qui se posait la question de savoir comment finalement les Français parlaient de l'épargne. Et au passage, en faisant ce travail-là, ça a permis également de montrer et de mesurer la pertinence du message et la communication qu'ils avaient. On s'est aperçu que, en l'occurrence, la communication de cette banque ne correspondait qu'à 20% des clients potentiels qu'elle avait en parlant de l'épargne. Donc ça veut dire tout simplement qu'elle se privait de par sa communication de 80% du potentiel. Alors, à partir de ce constat-là, évidemment, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a mis en place des segments de façon dont les Français parlaient de l'épargne. Et derrière ces segments, il y avait des mots-clés, des aspirations par rapport à l'épargne. Et évidemment, la communication, ensuite, peut être adaptée à chacun de ces groupes. Alors, on peut très bien décider d'exclure de la cible certains groupes, mais en l'occurrence, il faut absolument adapter la communication à chacun des groupes de façon à avoir une approche pertinente et efficace. Toute la question de la pertinence du marketing relationnel, c'est la temporalité. À savoir, on dit toujours qu'il faut envoyer le bon produit au bon client avec le bon prix. On a tendance à oublier au bon moment, alors évidemment avec le bon canal, mais le bon moment est fondamental. Et là aussi, c'est très intéressant parce qu'on a déjà une bonne approche du bon moment au travers des données transactionnelles qu'on peut trouver à peu près dans toute entreprise.
Maintenant, la partie textuelle, la partie expression apporte une dimension qu'on ne connaissait pas. Typiquement, si quelqu'un exprime qu'il a envie d'acheter un produit donné, par exemple, une personne dit qu'elle veut acheter une robe ce week-end, eh bien, cette information-là est clé puisque j'ai l'intention, je sais la temporaliser, en l'occurrence c'est ce week-end, donc certainement c'est ce samedi-là. Donc du coup, à partir de cette information-là, moi je peux construire un plan d'action qui va permettre de capter cette intention en amont, puisque j'ai été en capacité de la connaître, et je vais adapter ma temporalité exactement à l'expression du client.